Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors nos vidéos spectateurs et vidéos spectatrices nous pardonneront sans aucun doute le petit décalage temporel qui nous empêche d'être vraiment synchrone. Hein, c'est comme ça, c'est la technique, on n'y peut rien. Hein. Oui. Il faut faire avec. Mm. Alors Essar, nous sommes le 23 octobre et nous sommes arrivés au 49e Citrep, pardon, décidément. Presque 50 hein, bientôt. Euh, et Oui. par contre, bon, c'est pour parler de choses qui sont pas forcément très joyeuses, mais c'est nécessaire d'informer Mm. le public Mhm. mondial, en tout cas francophone, sur la situation Oui. qui s'est arrangée certes, mais qui n'est pas encore tout à fait joyeuse en Syrie. Et c'est nécessaire de rappeler ces éléments-là quand même, parce que c'est toujours la guerre. Hein. Il y a toujours des velléités d'écrasement de la Syrie par les Occidentaux. Et puis il y a aussi, dans un autre registre, hein, on a également toujours la même chose à Gaza et dans les territoires occupés de Palestine, c'est-à-dire un régime d'apartheid qui continue de vouloir réduire au silence une population qui n'a que ses mains, des cailloux, des lance-pierres, des choses finalement insignifiantes pour essayer de se défendre contre des chars, contre des snipers avec des balles qui sont tirées à plus d'1 kilomètre pour certaines. Voilà, donc Essar, je vous laisse la parole pour nous faire ce petit Oui. rappel nécessaire quand même sur la situation en Palestine. Absolument. De toute façon, c'est un rappel de la situation dans l'ensemble de la région parce que tout est lié. D'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, désolé d'avoir été retardé pendant 3 jours parce que on devait faire ce aussi très le vendredi. Et puis là, on le fait lundi, mais pas grave. De toute façon, on y arrive. Et puis, deuxièmement, donc, je vous salue tous hein, et je salue la lutte du peuple palestinien qui, comme tous les vendredis, maintenant continue ses marches pour le retour. Donc, depuis le jour où a été annoncé le fait que Jérusalem, par Trump, hein, que Jérusalem devenait la capitale israélienne et qui y a transféré son ambassade. Depuis ce jour-là, tous les vendredis, les Palestiniens de partout, en fait, de Gaza, des territoires occupés en 48, et puis de Ramallah, etc., manifestent tous les vendredis pour affirmer que Jérusalem sera palestinienne et sera et restera palestinienne. Ça, c'est bien sûr, ces manifestations sont des manifestations donc de gens sans aucune arme, etc. Les Israéliens ne lésinent pas à tirer, à provoquer des morts, des blessés. Depuis le début de ces marches, on est à 2400 blessés et à quelque chose comme 62 morts. Ça ne dissuade absolument pas les Palestiniens, ça ne fait qu'augmenter leur détermination à continuer. Le nom de la marche du vendredi dernier, c'était Gaza se rebelle et la rive en fait Ramallah et solidaires. Donc, ils étaient tous là, tous solidaires les uns aux autres. Hein. Ce qui a été aussi, quand même, comme d'habitude, ces marches de retour ne s'arrêteront pas. Ils subissent beaucoup de pression, d'ailleurs, de toutes les forces politiques, y compris l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc., qui veulent absolument que ça s'arrête et la population refuse effectivement de s'arrêter et ils continuent et ils continueront à faire ces marches pour le retour. Affirmer leur droit sur leur terre et puis leur droit de vivre sur leur terre et de revenir à leur pays. Un autre point important qui est Al-Khan al-Ahmar, qui est cette ville que les Israéliens veulent détruire,
qui se trouve à 15 kilomètres de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, qui était un village que les Israéliens menacent toujours avec les bulldozers, etc. Même les derniers points, au dernier ultimatum, ils leur ont donné un ultimatum pour début octobre, et pour qu'ils détruisent leur maison eux-mêmes de leurs propres mains. Et Oui. puis, ils ont tous résisté. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Ils ont organisé des camps de résistance, en fait. Pendant 125 jours, et personne n'a quitté. Donc, ils sont restés là, tous ensemble, à tel point les Israéliens disent aujourd'hui, non, non, de toute façon, on a ajourné cette décision de détruire Khan al-Ahmar, mais personne n'est dupe parmi les Palestiniens. Ils savent que ça, c'est un point, en fait, c'est une position pour les prendre en, comment dire, pour les attaquer comme ça par derrière, quoi. Et en fait, voilà, donc il y a eu aussi un jeune qui a été tué. Il y a la région de l'Arwar aussi, où les Palestiniens résistent ardemment aussi et âprement aux Israéliens, aux attaques israéliennes répétées. Donc, dans les villes de Al-Hadaydiye et Toubas, qui sont des villes très importantes, en fait, qui sont à l'intérieur, ça constitue pratiquement 28% de la Palestine occupée, et ces lieux sont des sources d'eau, en fait, que les Israéliens ont complètement confisquées et interdit aux Palestiniens d'y toucher. Donc, je peux dire non seulement moi, mais nous en Syrie, on soutient toujours la lutte du peuple palestinien. Donc, nous soutenons tous le peuple palestinien pour sa libération jusqu'à la libération totale de son territoire et la construction d'une Palestine démocratique sur l'ensemble du territoire, une Palestine dont la capitale est Jérusalem. Donc voilà. Et de là, je pars. En fait, on continue sur la Syrie. Donc de la Palestine, on va au Golan occupé. Donc après 37 ans de la décision du Conseil de sécurité, la décision 497. Qui stipule que l'occupation israélienne doit cesser sur le Golan et que le Golan est syrien et le restera. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne prend toujours aucune décision pour appliquer aucune disposition pour faire appliquer cette décision. Oui. La Syrie exige et demande par la voix de son représentant à l'ONU et au Conseil de sécurité l'application de que le Conseil de sécurité se donne les moyens d'obliger Israël à appliquer cette décision 497 et que aussi étant donné que dans la décision de l'ONU, la décision 3314, l'occupation est considérée comme le summum des actes d'agression. Donc tous ceux qui soutiennent cette occupation israélienne de la Palestine et aussi complices de cette agression et l'agression contre le peuple palestinien qui, lui, est décidé à libérer ses terres et nous sommes tous décidés à libérer nos terres et à les reprendre. Voilà, donc ça c'est un petit peu des extraits de ce que notre envoyé permanent, en fait, notre ambassadeur permanent, Dr. Bachar Jafari, à l'ONU et au Conseil de sécurité
a défendu comme position dans les dernières réunions de ce mois-ci. Je voudrais dire que aussi Israël accentue sa pression et sa répression contre les Syriens du Golan occupés, Oui, oui. en voulant israéliser l'ensemble des habitants. Ils ont distribué des cartes d'identité israéliennes. Ils ont voulu organiser, c'est les Israéliens, hein, et organiser des élections locales pour des élections locales. La population s'oppose à ce phénomène et à cette pression pour les israélisations. Ils résistent tous les jours et ils manifestent tous les jours avec le drapeau syrien proclamant qu'ils sont syriens, ils le resteront. Le Golan est syrien et restera quelle que soit la durée de l'occupation. Et ils ont brûlé l'ensemble des cartes d'identité israéliennes qui leur ont été distribuées et boycottent ces élections qui sont des élections d'intégration, comme ils les considèrent comme une intégration et une israélisation qu'ils refusent complètement. Donc, il y a eu aussi un grand mouvement de solidarité avec le prisonnier Sotri Makot, qui a été à nouveau condamné pour 11 ans de prison alors qu'il était déjà en prison pendant 27 ans. Il venait d'être libéré et le fait qu'il ait participé à une émission de la Al-Akhbari qui montrait clairement à distance, qui montrait la connivence et l'aide que procurait l'État d'Israël aux terroristes d'Al-Nosra dans le Golan, enfin dans la région sud de la Syrie. Donc, il a été à nouveau incarcéré et là, donc, il est passé à nouveau devant un tribunal de l'occupation, un tribunal qui n'a rien d'un tribunal, qui est un tribunal de sanctions, quoi. Et qui a décidé 11 ans de prison supplémentaire pour le Sotri Makot. Nous exigeons sa libération. Nous sommes solidaires non seulement avec lui, mais avec l'ensemble des prisonniers, aussi bien du Golan occupé que de la Palestine. Je tiens quand même à rappeler que les prisons palestiniennes et les prisons israéliennes sont pleines de Palestiniens, des militants, des femmes, des hommes, des enfants. Il y a plus de 400 enfants qui sont dans les geôles israéliennes. Il est temps quand même que la justice internationale, s'il y en a, et l'ONU qui prétend défendre les droits humains, qu'elle puisse se préoccuper de cette question et surtout de ce qu'ils appellent en plus la détention administrative, c'est-à-dire une arrestation sans aucune raison de tout le monde, de la nuit, du jour et de toute personne et de tous âges. Donc voilà, cet état d'occupation est un état fasciste, un état d'apartheid avec des et rumeurs de un torture, état raciste. En plus de la torture, tout à fait. Merci de le rappeler. La pratique de la torture est systématique dans les prisons israéliennes. Et puis, de plus, la maltraitance des personnes malades. Donc, en fait, il y a des personnes qui meurent tout simplement en prison parce qu'ils sont maltraités, parce qu'on les empêche de voir le médecin, on les empêche de prendre leurs médicaments, on ne leur donne pas de médicaments, etc. Donc voilà, il y a de quoi faire pour les commissions des droits de l'homme s'ils voulaient faire des choses bien, effectivement. Voilà. Et de toute façon, nous continuons à soutenir les Palestiniens. Je tiens à dire quand même que le peuple syrien a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien
Et ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé, cette guerre contre la Syrie, c'est bien parce que la Syrie lève toujours la tête face au diktat anglo-américano-sioniste, hein, et franco aussi, français, pour la question palestinienne, et que la Syrie continue à soutenir les Palestiniens dans leur résistance contre l'occupant. On peut faire une petite parenthèse d'ailleurs pour montrer Voilà. que Israël n'est plus en odeur de sainteté, si je puis dire, en Jordanie. Vous m'avez signalé une grande manifestation pour la restitution de terres jordaniennes louées à Israël depuis 1994 pour 25 ans. Hein. Ouais, de toute façon, Israël n'a jamais été en odeur de sainteté en Jordanie. Il y a eu un traité qui a été fait effectivement avec l'État jordanien, qui a toujours été contesté par la population. Ce traité qui stipulait la location de deux parts, en fait, de deux parties, Al-Baqoura et un autre village de l'est de la Jordanie, de l'est du Jourdain, et qui était loué à Israël. Et puis ce contrat de location se terminant maintenant, la population en Jordanie se soulève pour que la Jordanie puisse récupérer toute souveraineté sur ces territoires qui ont été loués et donc mettre fin à ce contrat de location. Je voudrais dire quand même quelque chose par rapport à la Jordanie. Donc là, il y a aussi un phénomène, quelque chose d'important qui s'est passé ce mois-ci, donc l'ouverture du passage d'Ansib, qui est le passage entre la Syrie et la Jordanie. Ce passage est très important pour la Jordanie, très important pour la Syrie, mais en plus grande partie pour la Jordanie, puisque toutes les marchandises allant vers la Jordanie devaient transiter par la Syrie, qu'elles viennent du Liban, de la Syrie, ou même du Nord, si on peut parler de la Turquie. Par contre, là, donc, c'est surtout l'ouverture du passage d'Ansib est très importante aujourd'hui pour le Liban, en fait, parce que ça permet d'envoyer des marchandises libanaises à travers la Syrie vers la Jordanie, et pour la Jordanie qui lui permet de recevoir effectivement les marchandises venant de la Syrie, venant du Liban et qui vont vers la Jordanie. Donc en fait, ce passage est vital. Avant la fermeture, il y a quelques années, donc bien sûr depuis que la guerre a commencé, et il y a en 2015, lorsque ce passage a été occupé par les terroristes d'Al-Nosra, il a été fermé. Donc maintenant, il est réouvert et la population jordanienne a été très enthousiaste pour cette ouverture. Les premiers qui sont passés par ce passage, ça a été une délégation de députés, de parlementaires jordaniens qui sont venus saluer la Syrie et saluer la victoire de la Syrie. Donc, c'est un point important. Je voulais dire quand même que la capacité de passage... Pardon, oui allez-y. Je crois que vous alliez dire la même chose, parce qu'avant la guerre, la capacité de passage à cet endroit-là était de 7000 poids lourds par jour. Hein, 7000 camions. 7000 camions par jour, tout à fait. C'est ça, exactement. Ce qui est énorme. Hein, donc, énorme. On pense que... Oui, ce qui est énorme. Donc, c'est quand même une artère vitale pour la Jordanie, parce que... Et pas seulement pour la Jordanie, pour les pays du Golfe aussi, qui, à travers la Jordanie, récupèrent aussi des marchandises. Donc ça c'est un point important et c'est un point qui a permis de réouvrir aussi les relations, je peux dire, comme il y a eu une délégation de parlementaires qui est venue en Syrie pour saluer aussi la lutte du peuple syrien, sa résistance au terrorisme et sa victoire contre le terrorisme, mais qui aussi affirme que notre lutte est la même. En fait, la Jordanie comme la Syrie
contre le terrorisme et qu'il faut continuer dans cette voie-là. Là-dessus, je voudrais faire quand même un aparté. La chambre d'opération, la salle d'opération MOC était, rappelons-le quand même, était travaillée en Jordanie, que la Jordanie avait été aussi le lieu d'un tas de centres d'entraînement aussi des terroristes qui étaient organisés par les forces dites de la coalition américaine, franco-britannique et allemande, que dans le triangle Al-Tanf qui est dans les terres syriennes mais proche de la Jordanie et qui est en fait dans le triangle Jordanie, Irak, Syrie. C'est une base américaine et à côté de cette base, il y a un camp de réfugiés qui s'appelle le camp Al-Rukban, qui constitue pratiquement le vivier de terroristes, un vivier de terroristes, mais qui sont recrutés de force par les Américains et d'Al-Tanf. Aujourd'hui, on peut dire que ce camp Al-Rukban est sous domination pratiquement américaine. La Syrie vise à sa libération rapide et en fait appelle toutes les personnes qui sont réfugiées en Jordanie, indépendamment de ce camp, de revenir vers la Syrie, mais aussi qu'il y ait une coopération en fait entre la Syrie et la Jordanie pour lutter contre le terrorisme et pour extraire cet abcès terroriste qui se trouve puisque la Syrie propose encore des régularisations de situation de l'ensemble de pas mal de Syriens, aux Syriens, en fait, qui le veulent, et une régularisation et un retour au sein de la patrie. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le début, c'est un bon début déjà l'ouverture de ce camp, de ce passage en Cible. Pour l'instant, on verra rapidement, je l'espère, des effets positifs sur le plan politique réel de reprise des relations entre la Syrie, la Jordanie. On sait quand même que le peuple jordanien, la majorité du peuple jordanien sont plutôt avec nous, mais bon, l'État jordanien, on espère qu'il révise rapidement toutes ses positions et qu'on reprenne une relation qui permettent d'aller vers le bien-être des deux peuples, parce que de toute façon, on est tous les deux, on est voisins et on est aussi amenés à travailler ensemble. Alors justement. Donc deuxième passage. Oui, allez-y. Je vous en prie, non, parce que vous veniez d'évoquer le camp américain d'Al-Tanf. Il y a aussi des événements, l'avancée de l'armée syrienne à proximité d'ailleurs, sous le nez des forces américaines de ce camp. C'était ces avancées dans le secteur anciennement volcanique d'ailleurs du sud de la Syrie, à l'est de la Badia. C'est peut-être même d'ailleurs toujours la Badia. Contre les terroristes de Daesh qui sont en très mauvaise posture. Tout à fait. Et bien que largement protégés par les forces américaines qui visent à maintenir toujours des poches de Daesh à l'est de Boukamal et pour éviter qu'il y ait vraiment une continuité des relations, je peux dire, ou du passage entre l'armée syrienne et l'armée irakienne. Donc l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne avance très positivement et
de manière importante dans le nettoyage des poches où il y a Daesh, justement dans ce terrain volcanique d'Al-Safa, qui se trouve justement à l'ouest de Boukamal. Et à l'ouest de Boukamal, les Américains cherchent toujours à garder mainmise sur ces terroristes, à les garder, à les laisser vivre, et puis à les protéger. Au Donc point même l'avancée que... quand même syrienne, Oui, l'avancée syrienne fait qu'ils sont en train de fuir et d'être défaits. En même temps, on peut dire quand même que suite à l'attaque qui était très très intéressante et très importante aux missiles par les Iraniens suite à l'attentat de l'Ahwaz en Iran, je vous rappelle, et on en avait parlé, les Iraniens avaient tiré des missiles de l'Iran sur les camps et les quartiers généraux de Daesh, justement, qui se trouvent en Syrie, à l'est de l'Euphrate et à l'est des frontières irakiennes. Ce qui a fait beaucoup de dégâts, effectivement, dans les camps, dans les rangs des terroristes de Daesh. Surtout, ça a été des dirigeants qui ont été tués. Et suite à ça aussi, et suite à nouveau des nouvelles décisions en Irak, l'armée irakienne avec le Hashd al-Sha'bi ont repris aussi la lutte contre Daesh et les terroristes à l'est de l'Anbar, à l'Anbar et à l'ouest de l'Anbar, pas à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire de l'Anbar, ils se dirigent vers la frontière syrienne et l'armée syrienne se dirige vers la frontière irakienne et dans le nettoyage de Daesh. Nous espérons que le passage Boukamal et Qayyim va être aussi bientôt ouvert, réouvert, donc, et que la ligne de passage entre la Syrie et l'Irak, la ligne de circulation de ce passage aussi, va réouvrir bientôt, très prochainement. À cette occasion, je vous informe plutôt que il y a eu une visite du ministre des Affaires étrangères irakien qui a été faite en Syrie. Donc, il est venu en Syrie. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères syrien. Il a même rencontré le président Assad et les deux ministres ont affirmé la nécessité d'une collaboration et d'une coopération ou de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et de renforcer la coordination sur le plan aussi économique, sur le plan de la stratégie politique aussi, et économique et de développement. Donc, ce sont des points très importants, on peut dire. Ajouter au fait qu'il y a eu plusieurs salons économiques en Syrie, c'est-à-dire le salon de la reconstruction, le salon du Made in Syria, en fait, de ce qui est du fabriqué en Syrie, le salon auquel beaucoup de sociétés irakiennes ont participé, des compagnies irakiennes ont participé et ont signé aussi des contrats de coopération avec la Syrie. Donc ça, c'est aussi un point important. Il y a aussi l'ouverture du passage de Koneitra du Golan vers la Syrie, ce qui permet aussi aux étudiants du Golan de continuer leurs études en Syrie. Ça permet aussi à la Syrie d'acheter ou de d'écouler la production du Golan syrien et ainsi de suite. Donc, ce sont des points, des ouvertures importantes qui se font aujourd'hui. En même temps, la lutte contre le terrorisme continue. À Idlib, les forces terroristes, alors qui sont nombreuses,
la majorité étant Al-Nosra, et il y a d'autres qui sont plus ou moins Al-Nosra, mais qui font partie d'Al-Qaïda, etc. L'accord d'Idlib n'a pas été réellement appliqué quant au retrait des armes lourdes, quant au retrait des 15 km, 20 km. La Russie a donné un petit délai supplémentaire aux Turcs pour qu'ils fassent pression et qu'ils fassent appliquer. Normalement, ça devait être appliqué jusqu'au 15 octobre. Normalement, les zones désarmées de 15 à 20 km entre les zones de, comment dire, les zones de rencontre, on peut dire, les interfaces, en fait, les deux, entre l'armée syrienne d'un côté et puis les terroristes de l'autre côté. Là, les terroristes devaient se retirer de 15 à 20 km selon les lieux. Ça n'a pas été totalement fait. Ça a été fait à certains endroits, pas à d'autres. Donc, la Russie, dans la rencontre qui a eu lieu à Sochi entre Poutine et Erdogan, a aussi insisté sur le fait qu'il va falloir appliquer cet accord écrit avec un agenda bien défini. Poutine a consenti à donner une semaine supplémentaire à la Turquie pour faire retirer les armes lourdes systématiquement de l'ensemble du gouvernorat d'Idlib, puisque il y a Al-Nosra et Al-Nosra est dirigé par la Turquie. Oui. Et du moins on peut dire que c'est la Turquie qui a mainmise sur Al-Nosra. Oui. Et ainsi que les autres factions, en fait, Noureddin Zenki, Jabhat Ce qui laisse un doute quand même. Sham, etc. Donc, ces 10 jours se termineront le 25 octobre. Ouais. Et on peut penser que le 25 octobre, toute cette région sera exempte des armes lourdes et très lourdes. OK. Si la Turquie applique ce à quoi elle s'est engagée. Oui. Voilà. Alors, je vous laisse la parole. Oui, allez-y. Il reste de toute façon, bon, ça je dirais c'est une parenthèse, mais il reste quand même un doute fort que les Turcs fassent vraiment ce qu'ils ont signé en termes d'accord. Mais on verra, de toute façon il nous reste quelques jours, là, il reste à peu près 2 jours pour savoir si les Turcs sont capables de respecter leurs paroles. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, Essar, sur la région de Deir ez-Zor, puisque tout dernièrement, 62 civils syriens ont péri sous les bombes au phosphore blanc lancées par les chasseurs-bombardiers de la coalition US. Donc ça, c'était dans la région de Deir ez-Zor. On a aussi le kidnapping de 700 civils pris par Daesh. Daesh qui a repris du poil de la bête, curieusement, sous le nez des Américains, ce qui a fait dire aux Russes qu'apparemment Washington fait tout pour protéger Daesh. Et au point même d'ailleurs que une milice du FDS, du Front démocratique syrien, essentiellement composée de Kurdes finalement de mèche avec les Américains, ont fini par se faire bombarder par les Américains, ce qui a provoqué une certaine défection dans les rangs du FDS, qui a reçu les bombes américaines sur la tête. Parce que là, visiblement, les Américains jouent le FDS quand ça les arrange, mais finalement, ils jouent leur présence en Syrie tant qu'il y a la possibilité pour les armées syro-russes d'éliminer Daesh, puisque en éliminant Daesh, par le fait, les Américains n'ont plus aucune justification pour rester sur le territoire syrien. Et donc on peut logiquement comprendre que entretenir la présence de Daesh en Syrie, surtout à proximité d'Abou Kamal, c'est-à-dire d'empêcher finalement la connexion la reconnexion entre la Syrie et l'Irak, fait que finalement ça les arrange. Alimenter Daesh pour empêcher cette reconnexion, c'est... Tout à fait, alors. Voilà.
tout à fait. Alors, réellement, effectivement, alors, beaucoup de bombardements, de nombreux bombardements au phosphore ont été opérés par l'aviation américaine et l'aviation de la coalition, de la dite coalition, qui sont les pays occidentaux sous direction américaine, des bombardements au phosphore blanc, qui est interdit internationalement et qui est vraiment très, très, très brûlant, catastrophique. Je voudrais vous dire quand même que ce sont des bombes qui, même la moindre petite écorchure ou scorie qui touche une personne, ça monte quand même à 1700 degrés, ce qui fait que même une petite écorchure, on peut en mourir vivant. Oui. Comme ça, D- brûlé vif. D'ailleurs, Essar, je crois que... Ça, c'est quand même interdit complètement Oui, par toutes les lois internationales. Aussi, d'ailleurs, ils ont bombardé au phosphore, à l'uranium appauvri la ville de Raqqa et ils ont complètement détruit la ville de Raqqa. oui. Je tiens à dire que nous avons trouvé aussi un charnier de 1300 personnes dans ces lieux. Il y en a encore plein sous les décombres à Raqqa, des habitants de Raqqa que l'aviation de la coalition a bombardé. On est toujours en attente de savoir pourquoi, d'ailleurs, ces bombardements de ces villes historiques et de ces villes qui ont été complètement rasées sur la tête de leurs habitants. À l'est de Deir ez-Zor, ce sont des immeubles entiers qui ont été aussi bombardés sur la tête de leurs habitants. Et les Américains qui viennent nous donner des leçons quand même de droits de l'homme et puis d'humanisme et de démocratie, n'est-ce pas? Alors, bon, alors là, en toute impunité, il est important que l'ONU et le Conseil de sécurité condamnent tous ces bombardements aussi et condamnent les pays qui le font et qui utilisent des produits brûlants, des produits interdits, les produits chimiques contre la population. Je tiens quand même à dire que pendant les 8 ans de guerre contre la Syrie, ils nous ont joué les scénarios des armes chimiques, hein, alors que ce sont eux les seuls à les utiliser, et ce sont eux les seuls à donner aux terroristes, hein, Don Nosra, Daesh, etc., le chlore, le gaz sarin, pour qu'ils puissent tuer la population et pour qu'ils puissent aussi en accuser l'État syrien. Oui, alors Alors, justement, Essar, ça, c'est alors, franchement la catastrophe, quoi. voilà. Alors Ouais. justement, Essar, vous nous avez parlé d'un Oui, retour à nouveau des manigances, des casques blancs, des terroristes au sein du oui, gouvernorat j'y d'Idleb, hein. reviens. Voilà, je vous laisse nous en J'y parler. reviens qu'il y a eu effectivement des gros cylindres de chlore et de sarin, de gaz sarin, qui ont été aussi transportés à plusieurs reprises donc par Al-Nusra de Ma'arret Nasrin à Jisr al-Shghou. C'est donc des matières, des des, des Des composés produits chimiques. chimiques qui ont été, Ouais. des produits chimiques comme ça, qui ont été transportés à plusieurs reprises et qui vont être utilisés dans l'esprit, sous l'œil vaillant des casques blancs et des terroristes du parti du Turkistan. Donc en fait, il est important, nous avons dénoncé ça aussi, la Russie l'a dénoncé, ça a été dénoncé et signalé au Conseil de sécurité, ça a été signalé à l'OIAC, en fait l'organisation d'inhibition, d'interdiction des armes chimiques. Et bon, bah, on attend qu'il y ait des réactions importantes, hein.
Alors, et ça, de la part de ces organisations. Malheureusement, il faut pas s'attendre à beaucoup de la part de l'ONU. Oui, allez-y. alors, et ça, vous nous avez dit d'ailleurs, en forme de clin d'œil, pour montrer aussi Mm, l'implication réelle des casques blancs sur le terrain, qu'apparemment certains se seraient fait sauter avec des munitions, accidentellement avec des munitions. Les casques blancs qui se fait sauter avec des tout à fait. munitions, même accidentellement, ça signifie qu'ils transportent des munitions. C'est pas vraiment humanitaire, ça, comme activité. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ils étaient en train de transporter des charges plastiques hein, importantes qui leur ont éclaté à la figure. Donc, il y a eu 3 morts, des casques blancs avec ces produits-là. Ils étaient en train de transporter des produits explosifs ou fortement explosifs qu'ils étaient en train de transporter et qui leur ont éclaté à la figure. Donc voilà, ça c'est aussi encore une preuve hein, que ces casques blancs, ils n'ont rien de blanc et rien de médical. Oui. Ce sont des terroristes qui jouent aussi avec les terroristes. Hein. Voilà. Alors, ça, Alors, on peut peut-être, pour ces quelques minutes qui nous restent, hein, parler oui, des choses qui sont importantes, qui sont bonnes, qui se passent en Syrie, comme par exemple cette campagne de vaccination contre la polio qui a été lancée il y a quelque temps, c'était le début du mois. On a oui, également, mais tout à toutes fait. ces informations me viennent de vous, bien évidemment. Hein. La Oui, construction de 1250 chambres d'étudiants à Homs pour l'université Albas. Et puis mhm, donc le reste des informations à ce sujet, c'est-à-dire le retour des populations qui étaient réfugiées, que ce soit au Liban ou ailleurs. Hein. Je vous laisse nous en tout parler. à fait. Donc l'État, merci effectivement. Alors l'État appelle tous les réfugiés à revenir au pays. Il y a une bonne organisation qui s'est installée entre la Syrie et le Liban. En fait, une bonne coopération. Il y a 3 passages qui sont ouverts. Donc le Jdeid Yabous en fait, et puis Deboussier et puis Zomrani par lesquels la population revient. Donc les Syriens reviennent en masse et ils sont très contents de revenir même dans leur maison, même si elles sont pas viables, je peux dire, si elles ont été détruites ou bon, ben, ils sont quand même contents de revenir chez eux, de revenir en Syrie, dans leur pays. Là, il y a des dispositifs aux frontières qui ont été mis en place pour aider tout le monde à refaire ses papiers, etc. D'un côté, de l'autre côté, il y a aussi des aides humanitaires, des vivres. Hein. Selon les cas, les personnes qui n'ont pas de domicile, ils sont orientés vers des centres d'hébergement et ils sont aidés le temps qu'ils puissent retrouver leur logis, leur logement et puis le temps de commencer à le restaurer. Donc, il y a des retours du Liban, des retours et d'un autre côté, effectivement, dans les lieux libérés, il y a des retours de la population qui a effectivement fui à cause des terroristes et qui revient, même des autres endroits, par exemple dans les villages de Konetra, Ajubat el-Khashab, etc. Il y a des retours de la population qui sont très contents de revenir à travers Wadi Drour. Aussi, il y a dans le gouvernorat d'Idlib, il y a les retours de personnes aussi dans les villages qui ont conclu en fait des réconciliations, etc. La population revient. C'est quelque chose de très très important. Il y a les gens surtout qui régularisent leur situation et qui disent aux autres que de toute façon il n'y a rien à craindre. Ils les ont maintenus pendant des années avec la peur du pouvoir syrien qui va les tuer, qui va je sais pas quoi. Bon, donc là, ils voient que c'est pas du tout le cas et ils le disent. Dernier point aussi qui est très important, alors je voudrais dire quand même que la vie culturelle et la vie sportive continuent en Syrie.
Il y a eu six médailles d'or qui ont été remportées par l'équipe syrienne comment dire, dans les tournois afro-arabes pour la force physique. Il y a eu les tournois aussi où nous en avions parlé un petit peu Oui. le combat des cerveaux. Oui. Les Syriens ont été aussi très bien placés. Il y a aussi il y a eu on avait parlé aussi l'exposition fabriquée en Syrie. Il y a eu une exposition aussi, un salon de la reconstruction, le 4e salon de la reconstruction qui a eu lieu aussi. Et puis aujourd'hui, il y a eu, enfin hier, il y a eu des artistes russes qui ont fabriqué la statue de l'enfance qui a été remise aux Syriens, en fait, qui a été remise à un groupe, une délégation syrienne d'artistes, hein, et pour en fait saluer la résistance de la Syrie et le fait que dans sa résistance, elle a aussi salué et sauvegardé l'enfance. Donc ça, c'est aussi comment dire, une grande reconnaissance de la Syrie ou de l'État du peuple syrien, du fait qu'il s'occupe clairement de l'enfance. Et bien, malgré la guerre et malgré l'horreur de cette guerre obscurantiste, hein, il y a aujourd'hui l'ouverture d'un salon des médias qui montre aussi non seulement l'importance des médias dans notre ère maintenant de reconstruction, Oui. mais aussi l'importance aussi de la publicité orientée correctement, quoi. Donc là aussi, c'était une rencontre internationale. Au Salon de la Reconstruction, il y a eu 164 compagnies qui ont participé. Je crois qu'on en avait parlé déjà au dernier CITREP. C'était très intéressant. Beaucoup de personnes aussi parmi les expatriés syriens qui sont venus aussi pour investir en Syrie et pour investir pour la reconstruction. Ce qui est aussi très important. À voir que en fait les enfants de la Syrie veulent aussi aider à la reconstruire. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne soirée puisqu'on arrive à la fin, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est ça, Tom? Absolument. Voilà, ok. Merci Essar, merci pour ce nouveau site-rep qui nous permet encore une fois d'être tenu au courant de ce qui se passe dans votre pays avec toutes les conséquences bien évidemment, malgré Merci à tout. vous. Et à très bientôt pour le 50e site-rep dans 2 semaines maintenant. Ok, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.